on doit retenir que la plupart des investisseurs sont des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir cette plus-value à travers leurs activités. Il faut comprendre que le contexte de l'investissement est beaucoup plus large que celui de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est lié à l'activité économique, mais l'investissement n'est pas nécessairement lié à une activité économique. Ça, c'était pour fixer le concept. La leçon du jour. Pourquoi d'abord nous avons initié ces leçons? Nous avons initié ces leçons parce que ce pays étant tel qu'il est, pour aller de l'avant, pour booster l'économie, et surtout le chef de l'État a remis sur la table le terme de la diversification de l'économie, pour booster l'économie, pour diversifier l'économie, il faut investir. Et malheureusement, ce que l'on comprend au niveau politique est que à chaque fois qu'on parle d'investissement, on voit étranger. Mais nous avons voulu fixer ici un premier principe. Je disais qu'à chaque leçon, nous allons fixer un principe. Le principe d'aujourd'hui, notez s'il vous plaît, c'est que l'investissement direct étranger, IDE en sigle, se développe facilement dans les pays où il existe une classe d'investisseurs locaux. Donc, je répète, et ça ce sont des résultats des études en économie du développement. On dit l'investissement direct étranger se développe facilement dans les pays où il existe une classe d'investisseurs locaux. C'est noté? Toute la matière d'aujourd'hui est basée sur ce principe. Ce principe ici vient challenger le paradigme existant en République démocratique du Congo. Un paradigme, c'est un système de pensée. C'est une façon de faire d'une personne, d'une communauté, ça peut être d'un gouvernement. La réussite ou l'échec d'un individu, d'une communauté ou d'un gouvernement est intimement lié à son paradigme. Stephen Covey, qui a écrit un livre intéressant que je vous recommanderai, Les 7 habitudes des personnes efficaces, dit que le paradigme agit dans l'homme comme une boussole. Vous voyez, la boussole, elle vous amène toujours vers le nord. Elle indique, elle recherche le nord. Et vous êtes fixé par l'est, l'ouest, par le nord. C'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, lorsqu'il faut parler investissement, on voit qui? Les étrangers. Mais par contre, les études, les chercheurs sont unanimes en matière d'économie du développement pour dire qu'à la conclusion des recherches en la matière d'investissement dans les pays en voie de développement, il a été constaté que si un pays en voie de développement veut développer les investissements dans son pays, le premier effort qu'il doit fournir, c'est chez lui. Développer une classe d'investisseurs locaux. Cette classe d'investisseurs locaux va constituer un matelas sur lequel les investisseurs étrangers vont se loger. Et pourquoi? Je vais finir mon speech par là, parce que là j'attire votre curiosité et le reste nous allons le développer à travers le jeu des questions-réponses. Pourquoi les investisseurs étrangers sont attirés par un pays où il existe une classe d'investisseurs locaux? C'est à cause de la
question fondamentale en matière d'investissement. Ah, vous pouvez le répéter? Le risque. Ah, j'ai pas bien entendu. Hein. Le risque. Il y a quelqu'un qui est sur Facebook qui n'a pas entendu. Le risque. Ah. Celui qui a son argent est frileux. Si le doyen avait 1 million dans sa poche, à chaque fois que je le regarde, il allait commencer à s'inquiéter. Parce qu'il se dit, est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce qu'il n'y a pas des billets qui ont filtré? Vous comprenez? Celui qui a l'argent, il est comment? Frileux. Celui qui a l'argent, il a peur. Il se pose des questions. Mais en République démocratique du Congo, pour la plupart des cas, lorsqu'on invite les investisseurs pour venir investir, on laisse l'investisseur faire tout. Il risque combien de pourcents? 100%. Et on s'étonne comment très peu mordent à l'hameçon. Parce que la question de l'investissement est liée à la question du risque. Et lorsqu'on développe une classe d'investisseurs locaux, au fait, on réduit un peu le risque. Parce que le plus grand risque qui puisse exister, c'est le risque de l'activité. Le risque de l'activité économique. Ce qui a marché au Nigeria, est-ce que ça peut nécessairement marcher au Congo? Mais s'il existe un Congolais qui le fait même à petite échelle, et que cet investisseur va venir pour le développer, il est soulagé parce qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà les méandres. Vous comprenez? Et ce Congolais-là, ce local-là, je vais répéter ici, j'ai mis, c'est juste pour que les mots-clés conviennent, ce qui se local. Cet investisseur local sur lequel je cherche étranger. Ah, je pensais que j'avais. Alors, qu'est-ce que l'investisseur étranger veut? Il veut qu'il existe un investisseur local qui connaît déjà les méandres, parce que j'insiste, le plus grand risque, c'est le risque de l'activité économique. Savoir comment on fait pour que ça marche ici. Parce que lui, il a fait peut-être au Nigeria, mais ici, comment on fait pour que ça marche? S'il y a un local qui existe déjà, c'est plus facile pour l'étranger de venir. En ce moment-là, l'investisseur local constitue un matelas de sécurité sur l'investissement à l'investisseur étranger. Les chercheurs en matière d'économie du développement nous disent que c'est la configuration qu'un pays doit développer pour attirer davantage des investisseurs étrangers. Voilà, c'est la leçon du jour. Je me limite là pour la leçon afin de laisser place au jeu de questions-réponses. Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects à développer, mais je préfère que nous puissions les développer dans le cadre des questions-réponses. S'il n'existe pas de consommation, il ne peut pas y avoir activité économique, n'est-ce pas? Et lorsque l'on parle de la République démocratique du Congo, ici, à la faculté des sciences économiques, nous avons présenté un modèle de croissance, n'est-ce pas? Que nous avons appelé le modèle de croissance basé sur la création des effets de levier. Et à l'occasion, nous avons proposé que l'industrialisation par substitution aux importations est un modèle qui conviendrait bien à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo
importe plus de 95% de ses biens de consommation à hauteur de plus de 2 milliards de dollars par mois, s'il vous plaît. Nous consommons, parce que nous parlons de la consommation, la République démocratique du Congo consomme chaque mois des biens de première nécessité de plus de 2 milliards de dollars, s'il vous plaît. Et l'industrialisation par substitution aux importations, comme vous le savez en tant qu'économiste, consiste à développer l'industrie locale, n'est-ce pas, qui deviendra se substituer aux importations des produits de première nécessité. Pourquoi? Parce que la consommation existe. N'est-ce pas? Nous pouvons, et cela, il suffit, pour le savoir, il faut consulter la balance commerciale. Le savoir dans la balance commerciale, quel est le top 10 de ce que nous consommons le plus? Mais nous le consommons en achetant cela à l'étranger. Et nous savons, en tant qu'économistes, que importer à outrance veut dire enrichir les autres, n'est-ce pas? Parce que dans l'évaluation du PIB, les importations se déduisent, n'est-ce pas, sur la richesse nationale. Donc, la consommation en République démocratique du Congo existe, mais au profit de qui? Au profit, elle existe au profit de qui? C'est pourquoi nous disons que si nous revenons vers le principe de base que nous avons présenté aujourd'hui dans la première leçon, à savoir développer la classe des investisseurs comment? Locaux. Pourquoi développer la classe des investisseurs locaux à sa place en République démocratique du Congo? Eh bien parce que, vous venez de le dire, il existe une consommation. Et d'un point de vue économique, la consommation doit être observée pour que l'on ait une activité économique. Et ici, la consommation existe. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête en tant que bien de consommation provient de l'étranger. Qui cite quelque chose? Consommation régulière. Chicha. Ça vient d'où? Alors, dites-moi. Ça vient d'où? Ah, mais vous êtes timide, pourquoi? D'où vient le chicha? De l'étranger. D'où vient le poulet? Le riz. Mais, mon doyen, lorsque nous sommes allés à Lufu pour acquérir les terres, nous étions, Songololo, c'est la frontière de Lufu, nous étions tristes de constater qu'à Lufu, il y a un commerce à sens unique. L'Angola, qui en 2000 était en guerre, en 2020 a atteint l'autosuffisance alimentaire et travaille actuellement pour l'exportation. Nous importons tout de l'Angola. Ce pays, je dis bien, qui a 20 ans, qui était en guerre. Ce sont ces gens qui ont compris c'est quoi développer la classe des investisseurs locaux. Et aujourd'hui, l'Angola fait l'agriculture pour l'exportation et son premier client, c'est la République démocratique du Congo, où en 1990, ici, c'était l'inverse. L'Angola venait s'approvisionner en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande consommation en République démocratique du Congo, mais l'investissement local, pour dire que le changement de paradigme au niveau du gouvernement s'impose. Les yeux sur la question d'investissement doivent être d'abord sur les locaux. Les autorités n'encouragent pas, moi je dis que c'est un problème de paradigme, c'est un problème de système de pensée. L'université est là pour apporter la connaissance, pour alerter. Voilà pourquoi ces séminaires ici, au lieu de se limiter aux étudiants, on fait en sorte que les gens au loin puissent aussi accéder. De comprendre que ce paradigme sur les investissements doit changer.
Avant de regarder à l'extérieur, il faut regarder chez nous. Vous savez, j'ai un cabinet, mon cabinet de consulting, il est aux États-Unis, à Dallas. J'ai eu en premier, avant l'ANAPI, le contact avec la US Chamber of Commerce. C'est la grande chambre de commerce des États-Unis, vous connaissez mon frère, qui est à DC, à Washington DC. Et le vice-président Afrique, lorsqu'il me parlait, on a eu une séance de travail. En fait, il me ramenait vers ces notions, mais en pratique. Il me posait des questions. Est-ce que tu peux me dire, dans le domaine de l'énergie, quelles sont les entreprises congolaises qui sont installées là? Je parle des entreprises congolaises, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de ceci. Alors, je balbutiais parce qu'au fond, il n'y en a pas grand-chose. Alors, j'ai posé quand même la question, à la curiosité de savoir pourquoi il voulait savoir. Il m'a dit, mais écoute, tu sais, même si... Ils ne sont pas soutenus par le gouvernement, mais c'est plus les investisseurs étrangers qui sont plus soutenus. Ils ne se sentent pas en sécurité. Il y a une prise de conscience, c'est-à-dire la création d'emplois va peut-être faire plusieurs effets d'entraînement dans notre pays. La prise de conscience de ceux qui dirigent le pays. C'est la prise de conscience d'abord de Congolais. Parce que les gens que nous appelons aujourd'hui, je ne sais pas, qui prennent des décisions à notre place, hier étaient sur le même banc de l'école, comme nous, sur le même banc de l'université. Mais quand on manque un esprit entrepreneurial, un esprit patriotique, le système éducatif aujourd'hui est réduit à rien. Quand on se retrouve au sommet de l'État et que dans la tête, on ne sait pas comment les autres vivent matin, midi, soir, on ne peut pas défendre le pays. Pour moi, la plus grande charge revient à tous les Congolais parce que la faute est partagée. L'État est faible, il faudrait la prise de conscience. Le système éducatif va générer dans notre pays la création d'emplois. Quand on a beaucoup d'investisseurs congolais, les pays deviennent forts. Peu importe la grandeur, peu importe la population, quand des hommes n'ont pas un meilleur leadership, nous sommes voués à l'échec et à disparaître. Merci. Si je reviens ici clairement sur la raison d'être de ce séminaire, pourquoi le doyen a tenu à ce que ça ne se limite pas. Les séminaires, il y en a, n'est-ce pas? Pourquoi il faut passer à l'étape où la connaissance doit être partagée au plus grand nombre? Eh bien, c'est parce que, naturellement, la faculté s'est rappelée qu'il existe une troisième mission à l'université, c'est celle de service à la communauté. Et dans le service à la communauté, il y a cet éclairage, parce que l'université, c'est la lumière, n'est-ce pas? Un mot-clé de ce que vous venez de dire qu'on va faire ressortir, c'est incitation, n'est-ce pas? Les incitations seraient à la hauteur des attentes si le paradigme y change. Comprenez? Voilà pourquoi ici nous insistons sur la première leçon, sur le fait que le gouvernement doit comprendre, la population doit comprendre que ce n'est pas un choix. Lorsque on élève en science un concept au niveau d'un principe, ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Pour que les investissements directs étrangers se développent en République démocratique du Congo, il faut qu'il existe une classe d'investisseurs locaux. Et pour cela, il doit exister des mesures incitatives, suffisamment incitatives pour que les locaux se mettent dans la danse. En tant que consultant d'investissement, j'ai toujours été écœuré d'un discours, en tout cas ça fait 12 ans que je suis dedans. Lorsque vous recevez des autorités du pays à l'étranger qui viennent rechercher les investisseurs, mon doyen c'est à pleurer. Je suis désolé, permettez-moi de le dire.
Lorsqu'on parle de notre sous-sol, on vient vendre un sous-sol brut. On vient dire qu'on a des minéraux. Aucune étude, aucune précision. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, comment est-ce que vous venez vendre un sous-sol brut et comment vous pouvez être étonné de l'existence des contrats léonins que les Chinois ont pris beaucoup plus que nous? À la genèse de ce contrat-là, y avait-il une évaluation de ce sous-sol-là? Y avait-il une évaluation? Et cet investissement-là, est-ce que c'est le partenaire qui arrive, qui doit investir de son argent pour vous dire les gisements que vous avez? Non, c'est nous-mêmes qui devons investir. Nous faisons par exemple des partenariats publics-privés où on laisse l'investisseur tout faire. Ce sont des erreurs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on doit comprendre, le gouvernement doit comprendre, le politique doit comprendre que même lorsqu'on parle de PPP, il y a un investissement initial que le pays doit faire. On ne peut pas échapper aux études. C'est un investissement qui doit être fait. Et pour le secteur privé, ce sont les incitations qui doivent exister. Incitation fiscale, incitation économique, incitation financière, ça signifie ouverture vers les crédits, ainsi de suite. C'est toute une politique publique qui doit être mise en place parce qu'on a compris, une fois, on a compris qu'on doit changer de fusil d'épaule. Avant de penser aux investisseurs qui viennent, il faut penser à ceux qui vont les accueillir, les investisseurs locaux. Merci. Les locaux, c'est une hécatombe, c'est la catastrophe. Parce que la colonisation des temps modernes, elle se fait à travers l'investissement. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver étranger sur votre propre pays, dans votre propre sol. Et d'ailleurs, c'est déjà presque le cas dans l'économie congolaise. Plusieurs personnes tentent de le démontrer. Mais nous disons que l'université existe, j'insiste, pour éclairer la population. L'université existe pour éclairer le politique sans parti pris. Ce que nous disons ici, c'est sans connotation politique. L'investissement étranger, je le répète, ce que nous disons ici, lorsqu'en science, on élève une théorie au rang de principe, eh bien, c'est parce que c'est immuable, c'est-à-dire que c'est le chemin, à quelques exceptions près. Si nous ne développons pas la place des investisseurs locaux, j'aimerais bien être clair ici, je mets la science à défi, nous n'aurons pas un développement des investisseurs étrangers. Ça signifie que pour que, à votre question, qu'il y ait beaucoup d'investisseurs étrangers, ça veut simplement dire que dans ce pays-là, il y a eu beaucoup d'investisseurs locaux. Vous comprenez un peu? J'insiste sur le principe. Et je souhaite que vous puissiez faire des recherches et de voir les cas où ça n'a pas été comme tel. Et nous verrons que ce sont des exceptions occasionnées par une certaine façon. Le secteur par excellence pour la République démocratique du Congo, c'est l'agriculture. C'est le secteur par excellence d'investissement. Et l'avantage, c'est que plus de 60% de la population congolaise, à l'intérieur du pays, parce que lorsqu'on réfléchit population, généralement tous les citadins, on voit la ville. Non. La population congolaise, c'est aussi l'arrière-pays. Plus de 60%, ça donne à l'agriculture. Et une étude développée par un gouvernement passé ici en démocratique du Congo a établi ceci. Notez, très important. Cette étude a établi que un développement piloté par l'agriculture
aura 11 fois plus d'effet qu'un développement piloté par les mines. Je me répète, un développement piloté par l'agriculture, nous parlons d'ici, aura 11 fois plus d'effet qu'un développement piloté par les mines. Pourquoi? Eh bien parce que l'agriculture se retrouve à la genèse d'une chaîne des valeurs. Pourquoi? Parce que l'agriculture se retrouve à la genèse d'une chaîne de valeurs. Autrement dit, l'agriculture, lorsque vous travaillez la terre, cela permet à développer d'autres types d'industries. Il y a d'autres types d'industries qui naissent par le fait que vous avez commencé l'agriculture. Mais si nous gardons la structure économique de 1908, parce que la République démocratique du Congo n'a pas changé d'un iota la structure économique coloniale de 1908, parce que de 1885 à 1908, c'était Léopold II qui était le patron. Lui, il était dans la culture de rente, EVA et consorts, voilà. Mais dès qu'il a cédé à l'État belge a fait migrer l'économie de la République démocratique du Congo vers une économie extractive particulièrement. Et de 1908 à 2024, nous n'avons pas changé la structure économique de la République démocratique du Congo qui est basée sur l'économie, sur l'extraction des minéraux. De telle sorte que la République démocratique du Congo n'est pas maître de son économie parce que l'économie extractive dépend du cours des minéraux. Et nous avons des dates telles que 1954 qui a été le cimetière de l'économie congolaise. Et ensuite, on a eu cette dégradation jusqu'aux années 90 et la reprise de l'économie a commencé vers les années 2000. Pas par la volonté d'un individu, mais par la reprise du cours du cuivre. Vous comprenez un peu? Fini. À la leçon d'aujourd'hui, nous voulions dire que si nous voulons que les investissements se développent comme il faut en République démocratique du Congo, respectons l'existence d'une classe, que les politiques, qu'il existe une politique publique ou des politiques publiques permettant à ce qu'il existe la classe des investisseurs locaux sur laquelle les investisseurs étrangers vont se placer. Selon l'état de l'art actuel, en économie du développement en matière d'investissement, c'est ça qu'il faut faire pour développer les investissements en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Avant cela, je voudrais souligner une chose. Il faut retenir que la République démocratique du Congo, c'est un grand marché. Je pense que vous l'avez bien suivi dans l'intervention de M. Bonoya. Un très grand marché où il y a énormément d'opportunités, d'abord pour les citoyens congolais. En termes de consommation, il a démontré que l'essentiel de ce que nous consommons est importé. Dans l'entretemps, nous avons tout ce qu'il faut pour produire localement. Je pense que vous avez encore en mémoire ce qui s'est passé au Katanga où il n'y avait pas de maïs ou de farine de maïs. Rareté de la farine de maïs et que la population katangaise elle-même du centre consomme le maïs qui vient de la Zambie. Lorsque vous êtes à Bukavu ou à Goma, vous avez du jus, vous avez tout ce qu'on consomme vient du Rwanda. Et vous pouvez, par extension, comprendre pourquoi à l'Est la guerre ne se termine pas. Parce que le Rwanda, nous sommes un marché où le Rwanda déverse ses produits. Et pour cela, il faut créer l'insécurité
pour empêcher aux investisseurs étrangers de venir chez nous. Eh bien, pour maintenant faire en sorte que ces investisseurs viennent chez nous, nous, localement, nous devons nous lancer dans cet investissement. Et ils vont comprendre qu'il n'y a pas d'insécurité chez nous sur le plan des capitaux. Ce qui fait que et nous devons commencer nous-mêmes par investir. Et comme je vous ai dit, il y a énormément d'opportunités. Qu'il s'agisse, lorsque vous regardez la structure démographique de notre population, on peut investir dans tous les secteurs. En commençant par la santé, on peut aller dans le sport, on peut aller dans le logement, on peut aller dans l'agriculture, on peut aller. Donc, nous avons énormément d'opportunités pour pouvoir nous-mêmes commencer par investir. Et comme je vous ai dit au début, pour investir, nous n'avons pas besoin de 10 000 $ pour commencer. Je pense que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci, c'est grâce à vous que nous avons ces genres d'opportunités, ces genres de débats. Toujours dans cette salle, on avait promis à ce qu'on allait élever le niveau du débat. Et aujourd'hui, on est en train de sentir que le niveau du débat est en train de s'élever. Alors, pour toutes les personnes qui sont ici dans la salle et pour ceux qui ont disponibilisé de leur temps pour nous suivre, nous tenons sincèrement à vous remercier et nous vous promettons. Oui, ici, la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa est dans son troisième rôle qui est connu d'une université, c'est celle